Donc on va poursuivre le programme avec cette table ronde sur la thématique Adapté Dracula. Donc je vais repréciser qui sont les autres différents intervenants, pour que vous puissiez en fait situer le domaine d'expertise de chacun. Tout à gauche, on a donc Nicolas Guépin, qui est metteur en scène et acteur, et qui est notamment la personne qui a mis en scène le Dracula, que vous pouvez aller voir demain à 16 h. Donc comme je le disais tout à l'heure, il est important de réserver au préalable, que ce soit par téléphone ou en ligne, vos places pour la pièce. Donc il y a un petit flyer qui circule avec le numéro de téléphone, si vous n'avez pas encore votre place. Je peux vous le donner au doigt si vous avez quelque chose à noter. Sinon, n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure à la fin des conférences et tables rondes pour récupérer le numéro. Il sera ici. À sa droite, on a donc Jean-Michel Roppers, qui est à la fois acteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur. Au milieu, on a donc Jean Marigny, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est donc maître de conférence, professeur émérite et essayiste, et dont le dernier ouvrage sur le sujet s'intitule « Vampire de la légende au mythe moderne », que vous pourrez retrouver à la boutique. À sa droite, on a Jérémy Fleury, qui est dessinateur et qui a récemment sorti une adaptation jeunesse du Dracula de Bram Stoker, que vous pouvez aussi retrouver là-bas et qui peut vous signer. Et encore à sa droite, on a donc Alain Pozzoli, à la fois homme de radio, parolier, romancier et essayiste, que vous avez entendu en ouverture du salon, et dont le dernier ouvrage est une biographie de Bram Stoker qui s'intitule « Bram Stoker dans l'ombre de Dracula ». Donc pour commencer le jeu des questions, je vais laisser le micro à mon collègue Yannick, qui va donc poser la première question. Pour que vous puissiez répondre, il y a un micro filaire que vous pouvez vous faire circuler entre vous jusqu'ici. Bonjour à tous. Oui, donc je vais vous poser la première question qui concerne un peu le contexte historique de Dracula. Pourquoi, d'après vous, Dracula suscite-t-il plus d'engouement de la part des romanciers, des réalisateurs, plutôt que des romans comme Le Vampire de Polidori ou le Carmillade de John Le Fanu? Je pense que ça s'explique parce que le personnage de Dracula est très théâtral, déjà ne serait-ce que physiquement avec la cape. Ceci dit, c'est pas une invention de Stoker, la cape. Peut-être rappeler que si Dracula a connu le succès au cinéma, c'est d'abord passé par le théâtre. Et c'est un comédien anglais qui s'appelait Hamilton Dean, qui justement faisait partie de la troupe du Lyceum Théâtre dont s'occupait Stoker, qui a eu cette idée. Parce qu'Hamilton Dean, à l'époque où il faisait partie de cette troupe, lorsque le roman de Stoker est sorti, a eu tout de suite l'idée de l'adapter au théâtre. Et curieusement, il n'a jamais pensé, ou du moins il n'a jamais osé en parler à Stoker. Et il a dû attendre que Stoker soit mort pour demander l'autorisation à Florence Balcombe, pour lui demander les droits. Et donc il a monté pour la toute première fois Dracula en Angleterre en 1924. Et c'est lui qui a eu l'idée d'affubler le personnage principal d'une cape. Et c'est à partir de ça que finalement on a assimilé le personnage du vampire à un personnage qui porte la cape, parce que à aucun moment dans le roman, sauf à un passage, mais c'est un peu fou, c'est pas vraiment une cape, c'est une espèce d'aile de chauve-souris. Mais sinon, Stoker n'a jamais utilisé ce stratagème. Et je pense que justement c'est grâce au théâtre et donc au cinéma que l'image archétypale du vampire et de Dracula en particulier est née avec la cape. C'est vrai que c'est un élément visuel important, et je pense que c'est peut-être une des raisons qui font que ça a suscité beaucoup d'adaptations de par le monde. C'était quoi la question? En fait, c'est pourquoi Dracula suscite plus d'engouement de la part des romanciers et réalisateurs que des romans comme Le Vampire de Polidori ou Carmillade de Le Fanu. En fait, pourquoi Dracula, finalement, il y a autant de films sur le sujet, autant de livres, alors que les deux autres, qui sont un petit peu plus anciens, n'ont pas généré autant de littérature ou d'adaptations cinématographiques? Personnellement, moi je pense que c'est parce qu'il y a tout. Et que Stoker, comme certains auteurs, il y en a peu, hein, c'est un roman qui fait partie des fondamentaux, certes de la littérature fantastique, mais à mes yeux de la littérature tout court. Et c'est parce qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a l'amour, il y a la
l'action, il y a l'intrigue, il y a une chose très originale pour l'époque, parce que c'est écrit sous la forme d'un roman, d'un journal, pardon, c'est écrit sous la forme d'un journal, qui est écrit par chacun des personnages, et que c'est un bouquin qui fait 500 pages, qu'on ne voit pas passer, on le lit comme ça d'une traite, peut-être en 2 nuits, quoi. Et il y a très peu d'œuvres comme ça dans le monde qui, à mon avis, peuvent être aussi fédérateurs. C'est tout simplement, c'est un trait de génie de Stoker. Il y a comme ça quelques œuvres comme ça qui ont été conçues comme ça. Et je crois qu'on ne passe pas derrière sans se référer au bouquin systématiquement. Il avait presque tout inventé. Après, on peut extrapoler, on peut... voilà, mais on passe difficilement derrière, à mon humble avis. Ouais, il y a une chose qui m'a toujours intrigué, c'est que le vampire de Polidori n'a jamais été adapté au cinéma, ni à la télévision. Alors qu'il serait tout à fait possible. C'est très court. Et puis il faut dire aussi que le vampire de Polidori, c'est un texte qui n'a été découvert que récemment. Ça fait une vingtaine d'années qu'on connaît l'existence de ce texte, alors que Dracula est connu depuis beaucoup plus longtemps. Bon, ça n'est pas une explication, mais c'est quand même un élément. Quant à Carmilla et La Morte amoureuse, par exemple, pour citer quelques... Alors, La Morte amoureuse, ça peut paraître trop littéraire, peut-être. Et Carmilla, bon, c'est essentiellement par le cinéma qu'on connaît cette nouvelle. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que, à mon avis, ce sont peut-être les deux meilleures nouvelles sur le thème du vampire. Bon, je continue. Je pense, parce que c'est en entendant Jean que ça me fait penser, je pense aussi quand je dis qu'il y a tout, je crois que parce que c'est justement que si on prend Carmilla ou le vampire, c'est très bien écrit, c'est très littéraire, c'est très charpenté, mais ça reste de l'écrit, de la littérature. Alors que Stoker arrive à donner accès, c'est visible par tout le monde, ça reste quand même de la littérature, mais il fait le pas du grand public, je pense. Et donc, donc je reviens à ce que je disais, je pense que le trait de génie est là, c'est qu'il a su humblement communiquer. C'était un personnage à la fois très puissant et très humble. Et quand on lit Dracula et qu'ensuite on fait des recherches sur sa vie, on s'aperçoit qu'il y a énormément de corrélations entre cet homme et son œuvre. Et tout simplement, bon, moi je le dis, dans Dracula, il se raconte avec énormément de sincérité. Et en fait, si ensuite on s'amuse à prendre la grille de sa vie et à l'appliquer sur la grille du roman, on comprend de suite d'où viennent les choses, quoi. Mais il l'a fait avec une telle sincérité, je crois qu'il a convaincu, quoi. Enfin, ça l'a même complètement dépassé, hein, je pense. Je pense une chose aussi, c'est qu'il y a une chose qui est très caractéristique du style de Bram Stoker, c'est qu'il est déjà très cinématographique avant la lettre. Ses descriptions, comme je disais tout à l'heure, sont très minutieuses. Il travaillait vraiment au détail près. Et ça se retrouve d'ailleurs dans ses nouvelles qui sont très ciselées, qui sont vraiment très très précises. Et il s'attache énormément au décor. Il s'attache énormément, encore une fois, aux détails. Et quand on lit, on voit. Et je pense que c'est peut-être l'explication aussi qu'on a plus tendance à l'adapter lui qu'un autre auteur de la même époque. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Tout à l'heure, on m'a posé une question qui m'a un peu embarrassé, parce qu'elle est à la fois évidente et difficile. Il est difficile de trouver une réponse. Pourquoi, dans une certaine mesure, comme j'ai essayé de le montrer dans mon exposé, les vampires tels que Dracula sont un petit peu maintenant ringards, sont un petit peu... Et pourquoi Dracula survit-il malgré tout et a toujours autant de succès? Je pense qu'en fait, Dracula a outrepassé le rôle d'un personnage de roman, il est devenu un véritable mythe.
au même titre que Don Juan, au même titre que la... Voilà, c'est ça, exactement. Jérémy? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce qui a été dit a été très bien dit. Nicolas, en tant que metteur en scène, si tu as une... Non, enfin un tout petit truc, parce que je découvre des choses en plus que je ne connaissais pas, donc c'est très bien. Moi, ce qui m'a marqué dans le roman de Stoker et qui pourrait expliquer aussi cette adaptation, peut-être à l'époque où il est sorti, c'est le côté enquête scientifique qui rejoint d'autres romans policiers de l'époque et qui, je trouve, fonctionne très bien, vu que c'est épistolaire par des journaux, journaux intimes, coupures de journaux. Le lecteur est amené à faire sa propre enquête puisque tout n'est pas dit, surtout à l'époque, même si maintenant on connaît un peu plus, donc il y a des éléments de suspense qui fonctionnent un peu moins bien qu'à l'époque, mais je pense qu'au moment où il est sorti, et ce côté enquête a peut-être servi à l'adapter. Je peux poser une question. Ton adaptation, elle est contemporaine ou tu es resté dans le 19e ? Je suis resté... Je parle dans le micro. Je suis resté dans fin 19e, mais pas réaliste, il y a beaucoup de suggestions. Mais oui, on a des costumes qui font penser fin 19e. Ce n'est pas l'adaptation de Kamel Ouali. Pour changer un petit peu de question, dans les années 70, un essai signé McNally et Florescu, en fait, a assis finalement le lien entre le personnage historique et le personnage de fiction. Donc je voulais vous demander justement, est-ce que maintenant ce lien entre le personnage historique et le personnage de fiction, c'est une dimension incontournable quand on veut adapter Dracula, ou est-ce qu'on peut quand même toujours s'en affranchir ? Non, je pense pas. Je pense que quand on adapte, d'abord, on est libre de faire ce qu'on veut. Alors, le choix, c'est est-ce qu'on reste fidèle à l'œuvre originale, ou est-ce qu'on se l'approprie, est-ce qu'on déborde sur un autre univers à la lisière de l'original et de son propre univers à soi. Mais je vois pas pourquoi on serait obligé de lier les deux. Alors, on peut le faire, Coppola l'a fait, mais c'est pas une case obligée. Non, moi je voulais juste dire, c'est vrai que quand on adapte, on peut faire ce qu'on veut, bon ça c'est clair, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher, ce sont des faits réels. Si je raconte une histoire qui se passe à partir de faits réels, on ne peut pas détourner le fait réel il existe. Donc c'est pour ça que dans tous les films ou les livres, vous avez toujours cette mention qui défile, qui est un peu notre caution, en disant que cette histoire s'inspire de faits réels, mais les personnages sont de pure fiction, etc. Et je pense que, c'est-à-dire que les auteurs se couvrent, voilà. Mais je pense que, à mon avis, Stoker a été malin, enfin, je ne sais pas comment dire, il n'a pas rusé, mais il a trouvé cette histoire de ce Vlad Tepes, voilà. Et ça c'était aussi pour peut-être rendre encore plus le mythe crédible, c'est-à-dire en disant ça vient d'une réalité, etc. Et c'est vrai que bon, c'est ça qui fait aussi que quand on lit le roman, on essaie de vouloir nous-mêmes vérifier. On va chercher des trucs, et on trouve qu'effectivement il y a ce fameux Vlad Tepes, etc. etc. Mais il a très bien joué avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit je vais vous raconter la vraie histoire. Il a dit il se peut que. Voilà. Et c'est ça qui, à mon avis, est très excitant. Parce que c'est le il se peut que qui nous intrigue à tous, quoi. Enfin, je crois. C'est pareil, on parlait de Don Juan, c'est pareil pour Don Juan. Don Juan est un personnage Molière. Quand on arrive à Molière, il y en a eu avant des Don Juan, je peux vous dire qu'il y en a eu un paquet. Et Don Juan, à la base, c'est un personnage qui a existé, qui a été un personnage reconnu, existant dans la société espagnole, bon, Tirso de Molinas, etc. Bon, mais ça, il a été complètement... voilà, alors c'est ça qui me paraît très intéressant, c'est que tout prend sa source en réalité, et tout devient légende. Et comme nous, les êtres humains, nous devons conserver notre rapport à l'imaginaire,
il faut toujours choisir la légende. Et entre la légende et la réalité, on choisit la légende, mais aucune légende ne peut exister sans la réalité. Quand on regarde les différentes adaptations, en fait, on se rend compte que Dracula est présenté comme un monstre, souvent assoiffé de sang, ou comme un séducteur, dans les deux. En tous les cas, comme un être négatif. D'après vous, pourquoi cette stigmatisation? Je pense que l'explication, enfin, à mon sens, elle est très simple. C'est que Stoker a donné, en écrivant Dracula, l'image que la société victorienne aurait, ou du moins avait, de ce genre de personnage, c'est-à-dire d'un individu qui est complètement en marge par rapport à la société en place, qui ne fonctionne absolument pas avec les codes imposés à tout le monde. Donc, quelque part, c'est un paria. Donc, il a donné l'image que tout paria, de ce qu'était tout paria par rapport à la société dominante. Et ce qui explique peut-être que, justement, au fil du temps, les mentalités évoluant, il devient plus humain, il se rapproche de nous, et donc on a une vision de lui qui est moins faussée, moins autoritaire, moins... Je pense que c'est peut-être la raison, parce que vraiment, l'image qu'on a effectivement du vampire aujourd'hui est presque à l'opposé de ce qu'elle était il y a un siècle ou deux. Donc voilà, ça n'engage que moi, mais je pense. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que le personnage du vampire, moi, j'aime toujours la comparaison avec l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chaque époque y apporte sa contribution, ce qui fait peut-être la spécificité du personnage. Parce que le loup-garou reste toujours le loup-garou, la créature de Frankenstein reste toujours la créature de Frankenstein, le Dr Jekyll et Mr Hyde restent toujours ce qu'ils sont, alors que Dracula évolue selon tout en restant lui-même. C'est ça qui est véritablement une prouesse. Oui, je pense que ça évolue aussi parce que à l'époque, dans la société victorienne, 1897, quand paraît le roman, donc on est en plein serrage victorien, et Stoker vraiment fait pénétrer l'alien dans cette société. Mais il ne le fait pas, le mec il n'arrive pas tranquillos à l'aéroport. Il le fait arriver, tempête, machin, il y a des morts partout, des trucs, bon. Donc je veux dire, il y a une espèce d'intrusion là. C'est-à-dire que Bram Stoker, je pense, était très conscient de la société dans laquelle il vivait. Il était très conscient de ses propres frustrations. Sinon, il n'aurait jamais écrit Dracula. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un de profondément honnête et qui a su se raconter. Et donc, il fait pénétrer, mais vraiment j'emploie le mot volontairement, il fait déchirer la société victorienne, un petit peu, je pense, comme Irvine l'a pénétré à lui dans son univers. C'est-à-dire qu'on retrouve, tout d'un coup, en voyant cet acteur de théâtre dont parlait Alain tout à l'heure, il a une révélation comme ça, et lui aussi se met à évoluer dans sa vie, se met à évoluer, et donc il se pourrait bien que ce personnage dit monstrueux ou dit redoutable puisse être un facteur d'évolution et non pas un facteur d'involution. Je pense que dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, le moment critique, c'est quand la société devient molle, qu'elle s'installe, comme ça. Et qu'il est bon de temps en temps de balancer quand même des personnages ou des concepts qui font un peu se réveiller les gens, quoi. Et alors, il se trouve que le vampire, à mon humble avis, reste un des derniers, peut-être le dernier personnage à pouvoir faire ça, parce qu'il nous touche, parce que c'est un être humain. Je veux dire, c'est pas forcément un super-héros, c'est pas Batman, c'est pas Tarzan, c'est pas bon. C'est un être humain, et qui aussi a sa part de faiblesse, parce que c'est une victime. C'est un homme mort. Et c'est pas facile de nos jours d'être un homme mort. C'est pas évident. Donc, je veux dire, il est aussi victime. Et il aimerait bien ne pas forcément mordre les gens pour vivre de leur sang, mais c'est comme ça, il est un petit peu obligé. Et on s'aperçoit que souvent, les pics, si on prend le siècle là qui vient de
de s'écouler, ça sort toujours au moment de crise. Hein, le Trot Borrowing sort en 29, etc., au moment de crise. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le pays est quand même sacrément en crise, et il y a toute cette espèce de... c'est comme par hasard, c'est les vampires qui reviennent. C'est pas, pas tellement les super-héros, c'est surtout les vampires, alors sous toute forme, bonne ou mauvaise, enfin, les Twilight et compagnie, mais je veux dire, c'est quand même le vampire qui revient. Voilà. Et je relis ça, moi, au génie de Stoker, parce que Stoker a su, il a fait peur, quoi. Voilà. Il s'est fait peur lui-même, d'ailleurs. Enfin, voilà. Ce qui est intéressant aussi du personnage de Dracula, mais peut-être cette question allait-elle être posée plus tard, c'est l'ambiguïté même du roman dans son écriture. Parce qu'on a l'impression, quand on lit, on fait une première lecture de Dracula, que c'est un roman édifiant qui a été écrit par un victorien, pour un public victorien. Donc, le bien triomphe sur le mal, le méchant est éliminé. Et en même temps, il y a quand même quelques fissures dans le texte qui montrent qu'on sort de cette rigueur. Je pense par exemple à deux passages qui me paraissent très significatifs. Celui où Jonathan Harker rencontre les trois femmes de Dracula, et lui qui est un victorien bon teint, sans imagination, il est quand même tenté de succomber à la tentation. Et ça, c'est pas du tout victorien. Et puis, il y a une autre scène aussi, qui est bien connue aussi, où Dracula entre dans la chambre de Mina pendant que le mari est en train de dormir, et se lacère la poitrine avec les ongles, et invite Mina à boire le sang même de la plaie, ce qui n'est pas du tout victorien non plus. Et c'est d'autant plus curieux que Stoker lui-même, comme le rappelle d'ailleurs Alain dans son livre, Stoker lui-même était un partisan farouche de la censure en matière d'œuvres littéraires, et il aurait dû censurer lui-même, mais apparemment